Bon, les gars, bienvenue dans le podcast le plus galère à enregistrer de tous les temps. Comment ça va, Moss? Eh bah écoute, ça va très bien. J'ai l'impression qu'on enregistre des podcasts avec des Pakistanais là aujourd'hui. Ouais, Il y a un truc qui exactement. se passe, je sais pas quoi. Il y a deux gars qui sont là et ils sont en train d'essayer de se partager un casque et un micro et j'ai pitié C'est pour eux en incroyable. fait. Bah, en fait, parce qu'on est habitué à avoir un invité. Alors là, on essaye un truc qu'on n'a jamais fait avant, c'est d'avoir deux invités en même temps, deux personnages fantastiques qui vont nous parler d'un très beau projet, avec lesquels on va pouvoir parler de plein de choses sympas, mais qui sont équipés vraiment comme les derniers des Pakistanais au RSA. Voilà. Alors, est-ce que nos Pakistanais au RSA favoris peuvent se présenter, s'il vous plaît? Pakistanais numéro 1, Grégoire, que vous avez vu ou que vous verrez dans une vidéo qui sort bientôt. Je me présente rapidement, tu veux que je parle un peu de moi? Ouais, vas-y, raconte-nous un peu ta vie. Qui es-tu, Grégoire? D'où viens-tu et que fais-tu? Bah écoute, j'ai un parcours migratoire assez simple. Je suis en train de terminer une thèse en littérature comparée, je suis éditeur et je suis directeur de collection chez Héritage, chez une maison qui s'appelle La Giberne, que tu connais un peu je crois. Ouais, je crois, c'est vachement bien ce qu'ils font là-bas. C'est des gens solides, hein, vraiment, c'est très très sérieux. Et alors, t'es flanqué de ton Pakistanais numéro 2. Est-ce que ce Pakistanais numéro 2 voudrait se présenter de façon aussi efficace? Eh bien oui, bonjour à tous, Nicolas. Pareillement, vous m'avez vu déjà dans une vidéo au sujet d'Antoine Albala, puisque je suis littéraire de cœur et de formation, passionné d'écriture et de littérature. Et donc j'ai proposé à la collection Héritage d'éditer L'Art d'écrire récemment, qui est sorti dans la collection. Voilà. Ouais, exactement. Alors, l'art d'écrire, pour ceux qui auraient zappé cet épisode, c'est le meilleur manuel pour écrire un roman. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes un apprenti écrivain et que vous voulez gagner du temps et être efficace et accoucher d'un banger dans les meilleurs délais, voilà, c'est clairement par là qu'il faut commencer. Donc, Moss, comme tu vois, on reçoit du beau monde. Est-ce que tu es hypé pour cet épisode? Je suis très très hypé. J'ai vu le lancement de la collection Héritage et j'ai trouvé que c'était vraiment une super nouvelle parce que quelque part c'est un peu aussi ce que on a fait nous de notre côté. Côté Carmin, Tout à fait. avec certains textes qui étaient dans le domaine public mais qui étaient plus connus. Je pense à L'Homme du Ressentiment et peut-être même Chesterton. à Chesterton aussi, ouais, c'est un peu pareil. Et je pense qu'il y a un vrai sujet qui consiste à amener des textes de qualité à des gens qui sont aujourd'hui la jeune génération, qui n'a pas forcément eu quelque part la hype de l'époque où ces textes ont été publiés. Et je pense Ouais, que tout à des fait. textes comme ça, il y en a un paquet. Il y a des très bons trucs qui sont juste un peu cachés sous la surface, qui sont pas assez à gauche pour que les profs de lycée les forcent dans toutes les listes de lecture. Et en même temps, eh ben, en fait, c'est quand même des super bouquins, donc ils mériteraient d'être lus. Ouais, je suis complètement d'accord et je pense que ça va être même le point de départ de notre discussion après parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la formation intellectuelle et la formation esthétique, je pense, des jeunes aujourd'hui. Je demande à nos deux invités s'ils sont d'accord avec nous, mais j'ai l'impression que oui. Donc, bon, je rappelle aux gens que tout ça est trouvable sur le site de la Giberne, donc www.lagiberne.fr. Alors, on va parler de Carlyle, qui est un pote spirituel de Chesterton. Donc je pense que vous aurez des choses à vous dire là-dessus. Il y a toujours des belles choses aussi à trouver du côté de comment ça s'appelle de Carmin. Je crois qu'il y a des grosses choses en préparation aussi. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot ou pas encore? Ce n'est pas encore l'instant, mais il y a effectivement des très gros trucs qui sont en train de se préparer. On a aussi eu un manuscrit d'un auteur français qui nous plaît bien. On a une discussion avec les ayants droit, etc. Donc on va peut-être avoir aussi pas que des étrangers. Alors je sais pas encore comment ça va se faire, Oh. mais on Oh. réfléchit. On va dire qu'il y a un projet suffisamment prestigieux et goûtu pour qu'on ait envie de sortir un peu de nos principes de base Ok. et de voilà. Donc je tease, Bon, on va mais voir, je on ne va dirai voir. rien parce que je ne peux rien Ok. dire pour l'instant. Bon, c'est bien, c'est bien. Si tu as teasé, c'est merveilleux. Moi, je propose un petit générique. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah les gens ils adorent les génériques de toute façon, donc vas-y. Alors, c'est parti. Générique. Regagnez le carré! Feu! Bon, alors, messieurs, pour cadrer un petit peu le débat au début, Moss, t'as évoqué un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce qui était comment dire, l'enjeu de la redécouverte des textes et de la formation intellectuelle là-dessus. Grégoire, je pense que c'est aussi un sujet qui te passionne et qui est fondateur pour toi. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot? Ça peut peut-être être le début de cette discussion. Oui, je peux en parler un peu. Moi, dans la vidéo que vous allez voir ou que vous avez vue de moi, j'explique que j'ai été libraire assez longtemps, dans une grande enseigne que tout le monde aura sûrement reconnue.
Et je me rendais compte au fil du temps que, passé le côté waouh, tous ces rayons avec tous ces bouquins, il y avait en fait assez peu de références en termes de catalogue et surtout de la quantité. Et je me suis aperçu qu'énormément de livres que j'aurais aimé avoir en profitant de ce poste, j'ai pas pu les avoir. Et je ne pouvais pas même les recommander aux gens et à mes clients puisqu'on ne les avait pas en magasin. Et au fil du temps, j'ai commencé à faire une petite liste sur mon téléphone des bouquins que j'aurais voulu voir édités et qui ne l'étaient pas. Cette liste grossissait, ce qui m'a très très vite révélé en fait à quel point il y avait des trous dans le système éditorial français. Et surtout de l'oubli, de la perte de patrimoine littéraire, assez dramatique à mon sens. Et c'est en partant de cette liste que j'ai eu envie pendant très longtemps de créer une collection dans ce genre-là, sous une forme ou une autre, et que je t'ai approché il y a 1 an et demi maintenant. Ouais, c'est ça, un peu plus d'1 an, ouais, c'est vrai. Bah, c'est allé finalement assez vite. Et en fait, on a discuté 1 heure et on s'est rendu compte qu'on était arrivé par 2 voies différentes au même constat. Je pense que c'est un constat que tout le monde peut avoir fait relativement facilement. Mo, c'est un peu le constat qui a présidé à la direction la création de Carmin au début. Est-ce que tu as envie peut-être de rappeler les fondamentaux quand même? Bah, les fondamentaux de notre côté, c'était qu'en fait, on avait l'impression qu'il y avait plein de textes très intéressants en langue étrangère qui étaient juste jamais arrivés en France parce qu'ils étaient bloqués à la frontière et que... alors parfois c'était de la mauvaise foi un petit peu partisane, typiquement. Il y a des on va dire le couple Sartre-Beauvoir a un peu bloqué des tas de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec eux sur le plan philosophique. Parfois c'était aussi normaux, quoi. De la flemme et parfois, enfin, il y a un peu toutes les nuances de censure, d'autocensure, de flemme, de manque de débouchés commerciaux, de plein de choses qui font qu'on a perdu pied avec le reste de la réflexion philosophique, sociologique à l'échelle mondiale en fait. Et je veux dire, je dis ça, je viens de sortir au moment où on enregistre, il y a littéralement une demi-heure, une vidéo sur l'épistémologie scientifique pour répondre à des partisans de Lucien Goldman. Il se trouve que Lucien Goldman se fait littéralement déboîter dans le 3e tome du livre phare de Leszek-Kolakowski, les principaux courants du marxisme. Ce livre, il est actuellement disponible chez Fayard, mais il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont traduits. Et ça fait 40 ans qu'on attend le 3e tome qui, enfin, spoiler, n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, il est bloqué à la frontière. J'ai essayé de trouver des interviews de Kolakowski où il en parlait, et lui disait que c'était de la censure, que le bouquin a été censuré à l'entrée en France. Je ne sais pas si c'est vrai. Honnêtement, je ne sais pas tout le fond de l'affaire, mais en tout cas, c'est un exemple. Voilà. Ouais, non, mais t'as toute une réflexion, même dont Solzhenitsyn parlait déjà. Je crois que c'est dans le fameux discours sur le courage dont il en parle. Il dit qu'en fait, il y a tout à fait de la censure à l'Ouest. Simplement, c'est pas une censure qui se manifeste par des textes qu'on interdit, etc. On les enterre sous des procédures éditoriales, on les rend difficiles d'accès, on les contextualise pas, on les met dans des éditions qui sont chères, on les relègue au fond des magasins. En fait, c'est des méthodes de fouine qui t'ensevelissent vivant sans que le texte soit purement et simplement interdit. Et ça, Grégoire, je crois savoir que c'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup, le côté un peu au-delà du côté un peu chiné des bouquins rares, le côté un peu formation intellectuelle, s'intéresser à des philosophes qui ont été volontairement un peu oubliés ces dernières années, ou s'intéresser à des écrivains qui ont été un peu oubliés alors qu'ils ont eu un rôle majeur dans la culture européenne. Est-ce que c'est quelque chose un peu dont tu as envie de nous dire un mot ? Je peux tout à fait en parler puisque Carlyle est le parfait symbole de tout ça. Mais surtout, moi, l'auteur en particulier qui m'a donné envie en fait, de créer cette démarche, c'est Spengler. Qui, entre parenthèses, sur une émission assez connue qui parle de Spengler, David Engels l'appelle Spengler, et Alain de Benoît dit Spengler, sur le même plateau, ce qui est très drôle, je trouve. Voilà, et drôle, c'est Spengler, moi en particulier, qui m'a donné envie de me lancer sur ce genre de démarche, puisque Spengler est typiquement un auteur qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler les maudits littéraires, qui a été extrêmement reconnu en son temps, qui a marqué des générations entières d'écrivains, de penseurs du monde entier, mais on fait absolument tout pour laisser dans l'ombre et pourrir au fin fond des oubliettes littéraires en France, et en France en particulier. Ce qui n'a pas empêché, soyons honnêtes, Gallimard de rééditer son énorme somme, le Déclin de l'Occident, entre autres parce que je pense que l'histoire éditoriale et intellectuelle du pays, actuellement, l'y oblige, puisque quand tu fais un petit relier les points entre Huntington, Welbeck et pourquoi pas Onfray, au milieu, tu tombes sur Spengler. Donc il y avait une opportunité commerciale, c'est la triangulation la plus foireuse de l'histoire littéraire. Qui n'aurait pas été saisie pour le simple amour de la littérature et des idées, je pense. Donc Spengler, pour moi, est un cas d'école dans ce genre
de problématiques. Ouais, non mais c'est intéressant. Et alors effectivement, il faut peut-être un peu cadrer les choses. Donc Héritage, on l'a lancé avec 3 titres. Donc le premier, c'est Les Héros de Thomas Carlyle, donc qui revient en mode philosophie justement. Ça rejoint ce que tu disais sur un philosophe qui a été oublié ou passé sous le boisseau ces dernières années. On a enchaîné avec Balade des frontières écossaises, donc qui est une réédition de textes introuvables en français aujourd'hui dans des bonnes qualités, voilà, de Walter Scott, donc vraiment l'auteur qui a inspiré Dumas, Hugo, Balzac, Jules Verne, George Sand. Enfin, on pourrait multiplier de la croix en peinture. Enfin voilà, c'est infini l'impact. Et puis après, on est passé sur une autre dynamique qui était un peu construisez vos propres héros, créez vos propres héros. Alors ça, c'est plutôt ton boulot à toi, Nicolas. Alors, est-ce que tu as envie de nous présenter un peu Albala pour ceux qui n'auraient pas vu déjà ta très belle interview où tu donnes plein d'informations déjà dedans, mais en mode un peu simplification pour que les gens puissent comprendre un peu plus ce qu'il en est et se faire un peu une idée déjà. Oui, bah avec plaisir. Alors Antoine Albala, donc c'est un écrivain et critique français qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, qui a été complètement oublié aujourd'hui, et qui s'est spécialisé vraiment dans l'apprentissage de l'écriture. Il a donc publié une trilogie, en fait, dont L'Art d'écrire qu'on a réédité à Héritage et Le Tome initiatique. Et son coup de génie, ça a été notamment qu'il a en fait plongé dans l'étude des manuscrits, donc vraiment dans les brouillons d'écrivains, pour en tirer des conseils concrets. C'est-à-dire il s'est mis dans les pas des plus grands et il a essayé d'en tirer vraiment le maximum pour proposer à toutes les jeunes générations d'écrivains un réservoir en fait de conseils à appliquer directement dans l'apprentissage, ce qui encore aujourd'hui nous donne des textes qui sont hyper plaisants à lire et surtout hyper applicables, contrairement à beaucoup de manuels d'écriture en fait qui répètent un peu tous la même chose. Là on rentre vraiment dans un cours d'écriture absolument génial, et tu disais tout à l'heure peut-être le meilleur manuel d'écriture jamais conçu, en tout cas c'est mon avis. Et ouais. Oui, parce que c'est drôle. Oui. Parce que c'est drôle aussi. Il y a quand même un goût de la punchline et un intérêt là-dessus. Et tu as peut-être envie de nous en parler un peu de ça. Tu veux dire que c'est pas juste un espèce de cours théorique obèse avec 17 000 dissertations sur des figures de style. Enfin, c'est un truc pratique en fait. Exactement. En fait, c'est vraiment une masterclass, enfin une classe de maître comme on dit en bon français, où il donne que des conseils concrets et applicables, et il tombe pas dans les défauts par exemple de la génétique textuelle, qui est la discipline officielle scientifique qui se pratique dans les universités à haut niveau, où en fait on analyse par exemple un texte en citant une seule phrase et on dissère dessus pendant 40 pages. Non, lui c'est pas du tout son délire, il revient toujours au texte, à la citation, il est souvent à l'échelle de la phrase et au mot près, et il va tirer vraiment des enseignements sur la concision, sur la description, l'observation, l'originalité du style. Et il n'a pas peur de donner son avis. Et ça le rend vraiment très important, je trouve, aujourd'hui dans le paysage critique, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire que certains textes sont bons, d'autres sont mauvais, et qui s'intéresse vraiment à comment on peut doubler et tripler son talent. Et c'est la première chose qui frappe quand on le lit. Ouais. Mais ça, c'est frappant parce que toi, tu as fait des études dans ce domaine-là, donc tu connais un peu ce domaine-là, et tu as vraiment bouffé une quantité absolument phénoménale justement de conseils de texte. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu, de nous dire comment tu es arrivé à Albala finalement? Comment tu t'es dit, c'est ce cadavre-là que je vais exhumer, tu vois? Il y a un côté de retrouver le cadavre dans l'ossuaire, tu vois. Bah écoute, j'y suis arrivé assez par hasard en fait. À Albala, à l'époque, je m'étais donc spécialisé dans l'écriture créative, puisque je suis parti à Montréal au Canada pour faire un master en création littéraire, donc une discipline qui est très répandue dans le monde anglo-saxon, mais pas vraiment chez nous. Et en fait, pour préparer les cours, bien naïvement, en fait, je me suis dit tiens, je vais chercher dans la bibliothèque, donc l'énorme université de Montréal avec sa grande bibliothèque. J'ai cherché un truc comme l'art du style ou comment écrire, quelque chose comme ça, et je suis tombé sur Antoine Albala. Et c'est là où en fait où j'ai vraiment plongé dans son style, dans son œuvre, et ça m'a vraiment changé, même des cours que j'ai eu après, parce que les cours donnés par des professeurs qui parfois étaient des écrivains reconnus n'abordaient pas du tout la question du style de manière concrète. On restait toujours sur des réflexions un peu d'aplomb, tu vois, qui prennent. Mais pourquoi ils l'abordaient pas à ton avis? Parce qu'ils maîtrisaient pas, ou parce que c'était pas le but de leur cours? Ce qu'ils maîtrisaient pas, je pourrais pas le dire. En revanche, effectivement, c'était pas forcément le but du cours, mais sur si tu veux une année voire 2 années de master où on te parle de création littéraire, c'est quand même dommage à un moment ou un autre de pas avoir au moins ne serait-ce qu'une heure ou deux ou une semaine consacrée au style, quoi. Oui, ça peut être utile, voilà, surtout dans une langue comme le français, qui est comme une langue complexe à manier, ça peut être utile. Ouais. Et de fait, c'était pas leur objet, puisque maintenant, tu sais, on fait dire plein de choses à la littérature, et on aime bien aussi se poser des grandes questions philosophiques, ce qui est pas inintéressant en soi, mais ce qui nous aide pas du tout quand on cherche en fait à créer des textes qui cherchent à transmettre par exemple des émotions, ou qui vont juste
permettre d'emporter le lecteur. Il y a des techniques, que les anglo-saxons connaissent très bien. Et moi, ce que je voulais y rajouter, c'était vraiment le côté stylistique. Parce que la stylistique, notamment, tu vois, l'harmonie, par exemple, l'harmonie des phrases, l'harmonie des mots, c'est-à-dire toute la question du rythme et de la mélodie, en fait, comment tu crées de la musique avec les mots. C'est quelque chose qui est très peu étudié, en fait, dans les livres aujourd'hui, des manuels de littérature. Albala, lui, l'aborde très bien dans son art d'écrire qu'on réédite. Il y consacre même 2 chapitres, ce qui est quand même assez rare. Et rien que pour ça, je conseille vraiment de se procurer les bouquins, quoi. Enfin, le bouquin. Ouais, en fait, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai dit, c'est que quand tu es venu me présenter Albala, parce que tu avais ce projet, ce qui m'a frappé, parce que je connaissais pas Albala, donc ce qui m'a frappé en me documentant sur lui, c'est à quel point ce qu'il dit, c'est si moi-même je devais rédiger un manuel d'écriture aujourd'hui, c'est quasiment au mot près le meilleur manuel que je pourrais écrire en y passant énormément de temps, un temps considérable, et en arrivant vraiment à ce niveau-là. Et ce qui est fascinant, parce que Albala en lui-même, il a écrit des romans, mais n'est pas un romancier dont on se souvient aujourd'hui. En revanche, dans la capacité à apprendre, à enseigner cette matière un peu étrange qui est le style littéraire, il a vraiment fait ses preuves, et je crois que ça rencontre aussi beaucoup un intérêt du public. Je crois qu'il y a, j'ai plus les chiffres exacts, hein, Mose, peut-être que tu sais, mais 15 à 20% des Français qui écrivent un peu, ou rêvent en tout cas de boucler un roman et de publier un roman. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas, c'est énorme. En fait, c'est incroyable, tous les Français veulent écrire. Enfin, ok, on est d'accord, on parle des peut-être top 20% de Français d'un point de vue cognitif. Voilà, je mets cette précaution oratoire de côté. Mais tous les Français veulent écrire. Par contre, quand il s'agit d'acheter des bouquins et de les lire, bizarrement, les effectifs ont tendance à fondre très très vite. Et c'est drôle parce que la plupart des gens, moi j'en ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des manuscrits, alors des trucs parfois des essais, parfois des trucs, j'ai eu de la poésie il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un peu de tout, et honnêtement, le plus souvent, les gens sont désarmés quand tu leur poses une question aussi bête que, mais en fait, ok, c'est cool, t'as écrit un truc, mais qui va aller dans une librairie pour l'acheter et le lire? Et pourquoi il le ferait? Mais ils se rendent pas compte. Et c'est une question qui, enfin, tu vois, nous côté éditeur, c'est notre question numéro 1 en fait. Nous, il faut qu'il y ait un business qui marche en fait. Donc. Mais quand je leur pose la question, après eux ils s'inventent des trucs. Ils disent ah oui mais moi je crois que je pourrais me laisser tenter, machin truc. Ils sont d'une mauvaise foi terrible les gens par rapport à ça. Et en fait souvent ils sont en train, déjà bon, ils racontent des trucs très nombrilistes très souvent quand c'est pas bon. Et ensuite il y a vraiment cette question du style, c'est-à-dire que c'est raconté de façon très plan-plan, très plate, très molle. Et en plus Albala, d'une certaine manière, à son époque, il se battait contre des gens qui avaient fait des études un peu. Ils avaient fait des cours un peu de style, etc. à l'école. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le niveau est peut-être encore plus faible. Les gens ils t'écrivent au présent avec un vocabulaire plat et ils se disent non, mais c'est un style, c'est à la Welbeck, tu vois. Bon, ça c'est terrible. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté toi aussi, Nicolas, une espèce de comment dire, un effondrement du niveau stylistique, ou alors au contraire, non, tu dirais que ça va bien? Écoute, c'est une question difficile puisqu'il faut vraiment analyser tout le paysage littéraire actuel et ce dont je me sens absolument. Non, mais à l'emporte-pièce, là, on est dans un podcast. Non, mais à l'emporte-pièce. Alors, c'est sûr que ce que je constate, en tout cas, que ça soit une faiblesse ou pas, c'est qu'il y a une uniformisation qui est absolument énorme. En tout cas, ce que publient les éditeurs se ressemble. Il peut y avoir des pépites, mais c'est très difficile à trouver parce que voilà, c'est la visibilité, c'est un métier à part et on maîtrise pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une omniprésence du présent. Le temps présent, comme tu le disais. Évidemment, on ne va plus vers des temps compliqués comme on le faisait par le passé. Voilà, le subjonctif est un mode en voie de disparition, voire quasiment enterré. Et oui, c'est très triste, surtout que la plupart du temps, et ça Albala est assez sévère avec ce genre de démarche, c'est que la plupart du temps, ce non-style n'est pas maîtrisé, ou en tout cas, c'est du non-style, parce que c'est une simplicité qui n'est pas maîtrisée et qui n'est pas recherchée. Albala te dira souvent que lui, ce qu'on lui a reproché toute sa vie, c'était en fait il faisait une opposition entre le style spontané et le style naturel, et en fait il rappelait toute sa vie que non, en fait chez les grands écrivains le spontané en fait paraît naturel, mais parce qu'en fait c'est à force de travail qu'ils l'atteignent, et qu'en fait ils ont supprimé les traces de l'effort justement en travaillant beaucoup. Et tu vois, il dit très, très simplement que, par exemple, chez les grands écrivains, l'expression originale paraît toujours naturelle parce que c'est le rapprochement de mots un peu inédite qu'il fallait trouver. Mais ça, évidemment, tu ne l'as pas du premier coup. C'est pour ça qu'il a toujours insisté toute sa vie sur l'importance de la rature, le fait qu'il faut reprendre ses brouillons, les refondre. Et ça, je pense que le vrai problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'on a une culture du travail littéraire qui s'est perdue. Et où en fait les gens, pour le dire très franchement, en fait ils publient leur brouillon quasiment, ou en tout cas ils publient ce qui à l'époque aurait passé pour un brouillon. Après il y a un autre phénomène aussi que j'ai remarqué beaucoup, et je
pour le coup, je pense qu'il est un peu spécifique à la France. C'est que il y a beaucoup de gens en France, moi j'ai l'impression, surtout dans le monde du roman, qui ont l'impression que le style, parfois, se suffit à lui-même, au point que le style peut effacer un mauvais bouquin. C'est-à-dire que tu peux avoir bâclé ta préparation sur tes personnages, sur ton intrigue, sur à peu près tout. Si le style est bien, ça sauve le truc. Enfin, c'est absolument faux. De mon point de vue, il y a peut-être quelques exceptions très très rarissimes, et j'ai vraiment exagéré, mais à mon avis, c'est vraiment peut-être une personne par siècle qui pourrait éventuellement prétendre à ça. Mais je comprends pas pourquoi il y a une telle obsession du style, alors que typiquement peut-être les anglo-saxons là-dessus sont un peu plus peut-être mesurés, et voire même un peu comme ils font du style un peu plus simple souvent, ils mettent pas trop d'emphase dessus en fait. C'est pas ça qui vend le bouquin. Et donc c'est un peu plus mesuré, je pense, de ce point de vue-là que les Français. Comment vous percevez tous les deux, Grégoire et Nicolas, ça? À titre personnel, je suis hyper pas d'accord avec toi. Ah bah c'est cool. Vas-y, on en discute. Allez, duel. C'est sans doute tout à fait personnel, mais je préfère lire une histoire convenue, écrite avec un bon style, qu'une histoire extrêmement originale, écrite avec un style pourri. Je te donne un exemple, et en fait on est d'accord sur le fond, hein, c'est juste sur le raisonnement contingent qu'on n'est pas forcément d'accord, Moss. Moi je reçois 60 manuscrits par semaine, il n'y en a pas 5% pour lesquels je vais au-delà de la page 5, parce que langue française non maîtrisée. Et à ce stade-là, j'ai pas la moindre idée de l'histoire. Et la simple absence de style ou même de maîtrise de la langue me suffit à disqualifier un bouquin, puisque, comme le dit Nicolas, ça revient en gros à publier, ou en tout cas à présenter à un éditeur un de ses brouillons. Il est évident que la personne n'a pas relu son manuscrit, et ça c'est le cas encore une fois pour 80-90% des textes que je reçois. Donc j'en suis au stade où je ne cherche plus des histoires originales, je cherche des textes qui ont au moins la décence d'être bien rédigés, dans mon cas. En fait, tu cherches même plus des histoires originales, tu cherches des histoires tout court, quoi, si je résume bien. Je vais pas dire pour quelle maison je bosse, mais je bosse pour une maison qui n'a pas de grandes ambitions. Comment dire, on n'a pas vocation à déterrer le nouveau Barbet d'Aurevilly ou le nouveau Balzac. On fait du roman de divertissement. Mais même là-dedans... En fait, il bosse pour Marlène Schiappa, il publie les livres de Marlène Schiappa. Ah, le plot twist incroyable. J'adorais, je m'amuserai un petit peu plus. Mais non, je ne bosse pas pour Schiappa. Mais pour autant, non, je ne cherche pas des histoires dignes d'un Damasio ou un truc comme ça, si on aime Damasio. Je cherche avant tout un style correct, ne serait-ce qu'une langue correcte, une grammaire correcte, une syntaxe, une ponctuation correcte. Ça, c'est un point qui pour moi est capital. Et l'histoire est quasiment secondaire dans mon cas. Tant qu'elle est bien menée, même si elle est un peu bateau, ça me va. Mais est-ce que ça, c'est ce que tu considères d'un point de vue professionnel, mais pour toi, pour ce que tu lis dans ton intimité, dans tes lectures personnelles, dans ce qui t'intéresse et tout, qu'est-ce qui, par exemple, te convainc de lire un auteur plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est une histoire d'histoire ou est-ce que c'est une histoire de style en dernier recours? Parce que peut-être que la perspective est inversée dans ce cas-là. C'est peut-être... Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, pendant assez longtemps, moi, à titre perso, pour mes lectures plaisir, on va dire, enfin, lectures vraiment qui me regardent, j'ai privilégié les histoires. Et depuis quelques années, je dirais que je privilégie plutôt le style. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. Là, ça fait quelques mois que je me régale particulièrement sur du Barbet d'Aurevilly, qui, en fait, si on regarde le fond de ses nouvelles, en particulier sur les diaboliques, n'écrit pas des histoires qui sont en soi extraordinaires, puisque c'est un mode d'histoire de narration que Maupassant avait déjà un petit peu avant lui, et Normand aussi d'ailleurs. Ce qui fait tout le sel de Barbet, c'est qu'il a une façon de te la raconter qui est absolument unique, hors norme. Je pense au Rideau cramoisi en particulier, qui te raconte une histoire de mœurs bête et méchante, au fond, mais déroulée sur un ton, avec un art de la tension absolument magistral, et qui pour moi tient de la musique dans le cas de Barbet. Et c'est ça que je recherche là depuis quelques années, bien plus que des histoires à retournement ou extrêmement originales. Nicolas, je te voyais opiner du chef. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou quel regard toi tu portes là-dessus, et comment tu te positionnes par rapport à tes propres lectures, disons tes lectures personnelles? Bien écoute, je pense qu'il y a deux choses à répondre à ça. La première, c'est que ce que disait Grégoire tout à l'heure,
c'est qu'en fait aujourd'hui on n'a plus tellement l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec son temps, et j'imagine bien que, ce que je ne suis pas moi-même, mais lorsqu'on est éditeur, on cherche effectivement des textes qui se lisent correctement, qui sont bien écrits en français, et ça peut effectivement devenir une denrée rare. Et donc voilà, ça je pense que maintenant on vit avec son temps et on fait ce qu'on peut. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ce qu'a décrit Grégoire, c'est la trajectoire en fait de tout littéraire un peu averti qui fait ses armes au fur et à mesure. C'est que quand tu regardes un peu autour de toi, la plupart des gens qui lisent, qui ne lisent plus ou qui ont arrêté de lire à un moment, le peu qu'ils ont eu dans leur vie, c'était souvent des histoires à retournement. C'était souvent des romans qui ont été vraiment très, très un peu Harry Potter, tu vois, très prenant. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu fais tes études littéraires, tu persévères, tu découvres des grands classiques, et là, tu te poses la question vraiment du style, puisque tu te rends compte qu'effectivement que les auteurs classiques ont une plume que tu ne peux pas ignorer à mesure que tu lis et que tu découvres l'ampleur de ce qui a été écrit avant toi. Donc moi je pense que c'est assez logique en fait comme trajectoire, ne serait-ce que par rapport à notre âge et par rapport à notre maturité. Et personnellement, moi ce que je recherche, c'est évidemment dans l'idéal les deux. Mais j'ai quand même une tendance plus pour le style. Merci monsieur le professeur. Captain Obvious. T'as compris que quitte à choisir, je pense qu'aujourd'hui je suis plus vraiment dans tout ce qui est stylistique, puisque c'est pour ça qu'on en parle avec Albala. Ouais. Mais je pense aussi, mais je finirai là-dessus, que la littérature française aurait besoin aussi de plus d'imaginaire et d'histoire un peu bien ficelées, puisqu'on est assez fort dans le réalisme, les Balzac, les Zola, tout ce que tu veux. On a assez peu en revanche de grands mythes qui font appel à l'imaginaire. Comme ont su le faire les anglo-saxons. Je pense à Dracula, je pense à Swift. Tu m'avais parlé toi de Jules Verne et de ton intérêt justement pour un peu cet imaginaire-là. C'est quelque chose que par exemple tu aimerais bien voir prendre plus d'ampleur dans le paysage littéraire français. J'ai dit Jules Verne, donc j'aurais pu dire des exemples anglo-saxons, Bram Stoker, tout ça. Enfin voilà, comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Moi, si tu me devais me poser la question, ce que j'adorerais écrire, c'est en gros un livre qui combine la force de l'imaginaire anglo-saxon avec le style à la française le plus pur. C'est très difficile à faire. Ouais. Et encore une fois, je trouve qu'on a une énorme lacune. C'est-à-dire qu'une fois qu'en France, tu as adapté en gros au cinéma par exemple, la transposition est assez explicite là-dessus. Tu as adapté Hugo, Dumas, Jules Verne et allez, un petit Illusion perdue de Balzac pour faire plaisir au Germano-Pratin. Qu'est-ce qui te reste à mettre au cinéma? Pas grand chose en fait. Et les anglo-saxons, tu peux en faire 4 ou 5 par siècle. Tu parlais de Stoker, tu parlais d'autres choses, même Swift, les dystopies, j'en parle même pas, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. C'est inépuisable, et je trouve qu'en France, on a vraiment un manque là-dessus qu'il faudrait combler, parce que je sais que, cher Hussard, tu aimes bien dire que souvent nos jeunes français se réfugient dans les mangas parce qu'ils trouvent plus en fait à 15 ans l'aventure qu'ils cherchent dans la littérature. Et je trouve qu'il faudrait des auteurs, tu vois, des auteurs français talentueux pour justement leur donner cette soif des mots, mais à travers le média traditionnel, quoi. Et je crois que Grégoire a quelque chose à dire là-dessus. Ça tombe bien parce que j'allais lui poser une question, parce que je pense que c'est le moment idéal pour embrayer sur Walter Scott. Là, vraiment, il y a une perche qui a été tendue. Et puisque tu me fais une passe décisive, je vais réagir à ce que tu me dis en reprenant une seconde la question du style. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait lire à Nicolas un bouquin qui s'appelle La Malvenue de Claude Seignolle. Seignolle qui était un immense auteur de terroir français qu'on a malheureusement un peu oublié, alors qu'il est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Un peu beaucoup, ouais. La Malvenue, si tu regardes le scénario, c'est une bête histoire de possession à la campagne. C'est un roman fantastique rural, plutôt assez classique. En revanche, absolument toute l'horreur du bouquin passe par le style, et c'est exactement pareil pour un auteur comme Lovecraft, que tu connais bien, je crois, cher Hussard, qui te raconte, entre guillemets, de belles histoires d'extraterrestres si tu regardes ça de loin, et qui te fait passer toute sa misanthropie, son indifférence cosmique et sa détestation du genre humain par le style. Et je fais un lien avec Walter Scott, parce que Scott, de la même façon, on pourrait dire que ce sont de belles histoires de chevaliers, mais quand on se penche sur la façon dont elles sont racontées, sur les variations de ton, sur ce côté antiquisant, on trouve un sel, on trouve une espèce de réservoir à fascination qui ne peut pas être nié, surtout au vu de l'histoire littéraire française juste ensuite. Ouais. D'accord. Et alors, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ça, c'est un truc, on pourrait peut-être en parler un petit peu, mais moi j'ai l'impression aussi que le terroir, c'est quelque chose qui a disparu de la littérature française récente. C'est logique. Oui, c'est assez logique, mais tu vois, tu penses à, je sais pas moi, le Roi sans divertissement, tu penses au roman pagnolesque. C'est vrai qu'il y a eu une période où le terroir était très important, et je trouve qu'effectivement, on est beaucoup maintenant sur des espèces de récits qui pourraient être dans à peu près n'importe quelle ville.
où il n'y a plus d'identité forte, de tradition forte, et même les huis clos qui existent parfois dans la littérature, je pense à un bouquin de Houellebecq en particulier, en fait c'est des huis clos urbains dans des villes où le type sort pas de son quartier, et il n'y a plus du tout ce côté justement tradition qui peut-être était un peu convenu et peut-être un peu ennuyeux pour certains lecteurs, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui a disparu de ce point de vue-là. Grégoire et Nicolas, comment vous percevez-vous cette disparition de la campagne dans la littérature française? Alors moi je suis absolument d'accord avec toi sur la disparition du terroir en littérature française, qui est pour moi un peu un drame, et je pense que ce n'est pas pour rien si Scott justement a fasciné les auteurs 19e, parce que lui il pioche par définition dans un terroir qui est extrêmement identifiable, les Highlands d'Écosse. Je pense que c'est à partir de son apport qu'ont fertilisé courant 19e, à un moment où une espèce de modernité était vue comme une opposition à la campagne qui était avant simplement le lieu de vie, point. Je pense que c'est de Scott que sont nés ensuite des bouquins comme La Mare au Diable, comme certains bouquins de Maupassant, je pense au Comte Normand par exemple, qui mettent en avant un terroir très précis. Je pense que c'est venu d'ici, et il y a un recueil de poésie d'un Belge d'expression francophone qui est très connu, Verhaeren, qui a écrit Les villes tentaculaires et les campagnes hallucinées, qui met vraiment très fortement pour moi en avant cette espèce de disparition des campagnes dans le champ intellectuel et l'être au monde de l'européen moderne, et en particulier du français. Ouais, non, c'est très vrai. Nicolas, tu as envie d'ajouter quelque chose par-dessus ? Oui, et je vais compléter. En fait, Grégoire a parlé de la campagne, la disparition, donc la campagne qui est le lieu. Et moi, je vais parler de ce qui les peuple, c'est-à-dire en fait toutes les légendes et les mythes, et pourquoi en fait on a rejeté ça en France, ou en tout cas ça a disparu. Moi, ça me paraît assez simple, et c'est encore là encore une opposition qu'on a avec les anglo-saxons. C'est que dès lors qu'on rentre dans les campagnes et qu'on rentre dans leur mythologie, donc en fait qu'on rentre dans le merveilleux et le fantastique, en fait on s'éloigne du réalisme qui est le genre français par excellence, et en fait on rentre dans des genres comme la science-fiction ou le merveilleux ou la fantasy par exemple, qui en France sont considérés comme des sous-genres. Et dans le milieu de l'édition, en fait en France c'est assez terrible de voir que y a vraiment un type de bouquin qui est considéré comme étant quasiment noble, même pas quasiment, ensuite, complètement même, complètement ouais, noble, complètement. Et, voilà. Et après dès qu'on sort en fait de ce réalisme là, en fait dès qu'on va dans l'imaginaire, et ça y est, ça devient du sous-genre, ça devient de la science-fiction, ça devient des trucs de geek quasiment. Et ce qui est terrible, c'est que ça ne recoupe pas du tout en fait l'opposition entre les classiques et les autres livres, puisqu'il y a des grands classiques, par exemple La Malvenue, je pense qu'on pourrait très bien dire que c'est un classique parce que c'est une grande œuvre littéraire. Il y a d'autres bouquins comme ça qui ont dû être oubliés en France pour donner en fait c'est aussi le but d'Héritage, c'est de faire ressortir des pépites comme ça. Mais dans le anglo-saxon, ça ne pose absolument aucun problème d'avoir un chef-d'œuvre d'imaginaire qui est un classique. Tout à fait. Voilà. Moi, je pense que c'est... D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, si tu prends un auteur qui a eu le Goncourt comme Pierre Lemaitre par exemple, Lemaitre qui était connu à la base pour de la littérature policière, il a eu le Goncourt pour un roman où en gros il avait, des romans policiarisés son écriture, si ce verbe n'existe pas mais il devrait. Et en fait là d'un coup il a été goncourisable, c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où il était c'est pas qu'il écrivait mieux à ce moment-là, limite peut-être même il écrivait moins bien, je veux dire à ce moment-là, mais simplement il s'est retrouvé à être d'un coup à pouvoir coller parfaitement au truc, et ça il y a une espèce de snobisme français là-dessus qui est un peu terrible. Mais tu sais, j'ajouterais même là-dessus un truc incroyable, c'est que j'étais tombé il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, sur un article qui disait qu'il y avait un stagiaire, un pauvre stagiaire de je sais pas où, qui avait inventé un pseudo-algorithme pour en fait prédire le prix Goncourt. Et en fait c'était absolument incroyable. Ah ça c'est hyper drôle, faut vraiment retrouver cet article. Et il disait qu'en fait tu peux tout prévoir dans le prix Goncourt quasiment, parce que c'est toujours le même type de bouquin, c'est toujours les mêmes quatrièmes de couverture, et tu as quelques thèmes, la mémoire, l'identité, la guerre, etc. qui sont toujours présents. Mais dès que tu sors de là, c'est impossible d'avoir le prix Goncourt. Et un autre auteur de science-fiction française qui est décédé il y a pas si longtemps que ça aussi, je me souviens plus de son nom, mais qui était considéré comme un pilier du secteur, justement dans une des vidéos de la fin de sa vie, il disait mais c'est incroyable à quel point le fameux prix Goncourt, l'Anomalie, qui en fait est un roman de quasi science-fiction, en fait on a tout fait pour dire que oui mais non, mais en fait c'est pas vraiment de la science-fiction, voilà, parce qu'on était gênés avec ça en France, c'est fou, c'était en 2023 ou quelque chose comme ça, et on est toujours là, quoi. Et là il y a une folie, c'est qu'il n'y a aucun problème pour les profs de français à encenser
Arsène Lupin, à encenser Agatha Christie, à encenser Jules Verne, à encenser même Alexandre Dumas, les trucs de KPDP, même du Victor Hugo, ce que tu veux là-dedans. Par contre, en fait, dans la littérature contemporaine, tant qu'un auteur est encore vivant, il faut vraiment qu'il fasse que des intrigues de mœurs un peu chiantes, avec des meufs en plaid dans des maisons de la vallée de la Loire, qui boivent des thés en réfléchissant à comment leur mariage part en sucette, tu vois. Et ça, c'est assez terrible. Donc pour y revenir, parce qu'on va remettre un peu dessus là, Grégoire, c'est ton moment. Est-ce que tu veux nous parler de comment tu as sélectionné Walter Scott pour remettre un peu de panache dans le game? C'est quand même ça qui nous intéresse. Tu veux que je te raconte l'origin story de mon choix de Walter Scott, c'est ça? Exactement. On veut l'origin story totale et on veut du swag. Vas-y. Alors j'en parle dans la vidéo, mais je peux la refaire rapidement ici. C'était pendant les confinements, j'étais dans la vieille ferme de mes grands-parents. Et puis c'est une ferme qui est dans la famille depuis bien 500 piges, donc il y a beaucoup de livres accumulés, et certains très anciens. Et comme j'avais emporté un bouquin en pensant que le confinement durait une semaine, je me suis retrouvé un peu comme un con après quelques jours en ayant fini mon pauvre bouquin. Et j'ai commencé à regarder les vieux livres qui étaient sur les rayons de mes grands-parents, et je tombe sur Walter Scott, que je ne connaissais que de nom, pour Ivanhoé, Le Talisman et quelques bouquins. Et puis je me rends compte qu'il a quand même beaucoup écrit, ce monsieur, et qu'une partie de son œuvre qui n'était plus rééditée depuis bien un siècle en France, là, était à portée de main chez mes grands-parents dans une édition d'il y a 150 ans, justement, traduit par monsieur Dufaux-Compré. Et je me suis mis à ces tout premiers écrits, qui sont des grands chants épiques, des poèmes en prose lyrique magnifiques, qui se passent sur les borders écossaises, donc les frontières qui correspondraient à peu près au mur d'Adrien qui sépare l'Angleterre de l'Écosse, et qui sont étalés sur une période d'environ 1000 ans, en partant en gros des invasions saxons jusqu'à l'annexion par l'Angleterre, les affrontements, la petite histoire dans la grande, la manière dont l'Écosse s'est distinguée de l'Angleterre et a voulu être un pays différent, en mettant en avant des valeurs et des raisons de se battre différentes que celles des Anglais. Et ça m'a fasciné. Quand j'ai voulu racheter ça en neuf à la fin des confinements, je n'ai pas pu, puisque ça n'existait pas, ça n'existait plus depuis au moins 100-120 ans en France. Ces textes-là étaient morts éditorialement. Et ça, avec Spengler et d'autres, ça a fait partie des grands noms qui m'ont motivé à formaliser l'idée que je t'ai présentée. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, ça veut dire que dès le début, t'avais quand même quelques noms en tête, et disons que le Scott en faisait partie. Scott en faisait complètement partie. Je me cache pas d'un amour assez prononcé pour les littératures un peu anciennes, un peu archaïsantes, surtout aussi un peu romantiques. Pas que, mais un peu romantique quand même. Et là, Scott, ça faisait partie des 2-3 grandes têtes de liste pour moi, ouais. Ouais, tout à fait. Et aussi le Carlyle, parce que dès le début, moi, je ne connaissais pas Carlyle, et évidemment, je connaissais Scott, mais je connaissais pas Carlyle, et tu m'as dit, attention, lui, il faut vraiment s'y intéresser. Il a quand même eu un rôle très important dans l'histoire des idées européennes, et pourtant, il est complètement sous-coté aujourd'hui. Il y a quelque chose à faire. Complètement, et là, je vais faire une passe décisive à Moss, puisque Carlyle, un peu comme Spengler, si tu fais un petit relier les points de tous les auteurs conservateurs que nous aimons, il est en plein milieu et pourtant il n'est jamais cité. Chesterton était un fou de Carlyle, le considérait comme son maître à penser. C.S. Lewis, quelques années après, considérait que son maître à penser c'était Chesterton, qui avait emprunté beaucoup à Carlyle. Donc oui, Carlyle était partout, même en France il a inspiré des Barrès, des René Guénon, des gens comme ça. Donc oui, il était vraiment central. Ouais. Dans notre courant d'idées, il est absolument central. Et pourtant méconnu. Ouais, je suis en train de lire un petit essai un peu moins connu de T.S. Eliot, et il le cite aussi à un moment. Donc je te confirme que Carlyle a eu un impact assez fort sur pas mal de ses contemporains, et même après, au moins côté anglo-saxon. Oui, ça fait partie, malheureusement. Enfin, je veux dire, il y a plein de figures un peu majeures qu'on ne connaît pas en France. Et moi, j'en veux un petit peu à une partie à la fois du monde culturel, du monde de l'enseignement et du monde des libraires, des éditeurs, etc., d'avoir formaté notre rayon philo et notre rayon essai autour uniquement des auteurs de gauche, des thèmes de gauche. En gros, tout ce qui s'est passé, ce qui pourrait ressembler à des auteurs de droite ou à des auteurs un peu conservateurs ou un peu libéraux, a été gommé. Je veux dire, moi je fais régulièrement l'expérience d'aller dans des rayons de philo, essai, tout ça. Par défaut, tu ne tomberas jamais que sur tous les Derrida, tous les Foucault, tous les Sartre, et tu ne verras jamais en fait des Chesterton, des Carlyle, de Spengler. Enfin, il y en a un paquet que tu verras jamais.
et même les rares que tu verras qui pourraient être un peu des figures anglo-saxonnes intéressantes, c'est toujours parce ils ont plu à la gauche française, en fait. Je pense en particulier à Henri David Thoreau. C'est un personnage que je trouve intéressant et j'aime bien ce qu'il a écrit, mais en fait, quelque part, il n'existe en France, il a le droit d'exister que parce qu'il y a des universitaires un peu de gauche qui ont trouvé que c'était intéressant son concept de désobéissance civile, que ça pouvait bien s'agencer quand même avec certains des concepts de révolution permanente, de lutte des classes, tout ça. Bon, on peut peut-être le récupérer et en faire quelque chose. Mais globalement, tout ce qui est conservateur n'intéresse pas les auteurs français, les éditeurs français, les universitaires français. Et donc, mathématiquement, ça ne se retrouve pas, que ce soit à la FNAC, que ce soit chez Gibert, dans des rayons philo un peu passe-partout. Pour te répondre, Moss, sur l'épuration, si on peut l'appeler comme ça, des rayons de la FNAC, je m'étais amusé un été en FNAC où je m'ennuyais un petit peu à trouver les auteurs les plus extrêmes de chaque sous-rayon. Et je pense que l'auteur le plus extrême de tout le magasin, tout confondu, c'était Mishima. Et Mishima, encore, je pense qu'il était accepté parce que Duras l'avait un peu adoubé en France, parce que minorité, altérité en fait, ethnique par rapport à la France, sans doute parce que gay aussi. Donc, grâce à tout ça, il avait le droit, lui, de développer ces idées-là. Et je pense pas qu'en Fnac, même dans les plus grandes, tu trouves des auteurs plus sulfureux que Mishima. Non mais ça m'étonne pas, et moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'on remarque quand même un espèce de besoin de réfléchir au-delà du cercle de la part des gens, mais en fait c'est un besoin qui est inconscient parce qu'ils voient que c'est toujours les mêmes idées et toujours la même portion du champ qui est couverte par des réflexions de façon assez incestueuse quoi, ils se répètent les uns les autres, ils se bouffent les uns les autres, ils prennent ce que l'autre a dit, machin truc, bon, et puis ils se rendent pas compte à quel point le champ de ce qui peut être couvert peut être beaucoup plus vaste et à quel point on peut avoir d'autres approches dessus. Moss, je pense que c'est un peu ton cheval de bataille chez Carmin par exemple. Ben oui, justement, on essaie de rapporter un petit peu de diversité d'idées, de choses neuves qui sortent un petit peu des mêmes trucs. Enfin, moi j'avoue, les rayons Fnac typiquement qui ressemblent à sociaux, essais, société, enfin tout ce qui tourne autour des minorités, tout ça. Enfin, honnêtement, tu peux prédire, tu lis les 5 premières couvertures, tu peux faire un générateur avec ChatGPT, tu prédis toutes les autres couvertures du rayon en fait. C'est toujours les mêmes trucs. Avec les vieilles collections violettes là, tu sais, full féministe. Alors maintenant, tu as plein de trucs neufs un peu modernes, justement. Ils ont compris que faire des couvertures un peu jolies, c'était important. Donc maintenant, ils font un peu gaffe aux couves. Ils te mettent souvent des papiers cartonnés un peu sympas ou des trucs comme ça. Et puis, ça se la joue, tu sais, un peu. Il y a un ton très spécifique. Et je crois que ça n'existe pas vraiment ailleurs qu'en France, ça aussi. Enfin, en tout cas, pas chez les anglo-saxons. Cette espèce de ton à moitié en train de faire des blagues et en même temps qui se prétend sérieux. Tu sais, c'est un peu le style le patriarcat de la chaussette expliqué par l'épistémologie féministe intégrée. Tu vois, tu là, tu fais, mais pourquoi tu... Ouais, je vois très bien. Grégoire, j'imagine que tu as dû refourguer des palanquets de ce genre de bouquins. J'en ai vu beaucoup défiler en rayon, j'en ai vu beaucoup moins se vendre. Ah ouais, donc ça se vend pas. Ça, c'est un truc intéressant à savoir. Bah, si tu veux, attends, j'ai une anecdote assez dingue. Les essais de sociaux qu'on a le plus vendus sur ces dernières années à la FNAC, j'y suis plus, je peux en parler. En tout cas, le plus vendu, ça a été le bouquin de Dora Muto et comment elle s'appelle Marguerite Stern. Marguerite Stern, qui, pour la petite histoire, sont venus dans le magasin dans lequel j'étais, parce qu'elles ont fait une tournée des FNAC à la sortie pour vérifier si le bouquin avait été mis en place partout et comment il était reçu. Et il se trouve que chez nous, le bouquin était parti extrêmement vite, mais extrêmement vite, tout de suite. Le premier jour, 10 de partie. Et quand on leur avait expliqué ça, elles nous avaient pas cru. Elles nous avaient pas cru, elles avaient pété un plomb et fait un scandale à ma pauvre collègue. Ah, vous refusez de le mettre en avant, vous refusez de vendre ce bouquin parce que vous participez à un système. Enfin, les filles étaient malheureusement, je pense, un petit peu rendues parano par ce qui leur arrivait médiatiquement et étaient vraiment persuadées, au vu de la quantité de ce qu'on avait, des autres titres de sociaux qu'on avait autour de nous dans les rayons, que c'était un choix idéologique de notre part de ne pas le vendre. Non mais c'est intéressant parce qu'évidemment ça c'est un truc qu'on connaît bien, c'est comment les libraires mettent des livres sous le boisseau, ils les cachent dans des coins, ils refusent de les vendre, ils les renvoient. Il y avait la technique des livres écornés aussi. Il y avait des libraires qui s'amusaient à écorner exprès des bouquins parce que les gens en général disent ah bah non je vais pas l'acheter, il est écorné. Alors ça j'ai eu le cas, j'ai eu pour des titres que je pourrais pas citer, mais des libraires qui sur le quai de déchargement le matin
ou plutôt même des gens des stocks parfois qui s'amusent à les mouiller. Ah bah merde, il a plu, le bouquin est plus vendable, ça part au pilon. Mais j'ai eu aussi le cas pour l'avant-dernier essai d'Éric Zemmour. Mes collègues avaient collégialement, pour la plupart, refusé de le mettre sur table. Pour des raisons idéologiques, il y a eu un coup de fil du siège à midi 2, je me rappelle très bien de l'heure, qui a remis les pendules à l'heure et le bouquin a été mis sur table tout de suite et plus personne ne disait rien. Donc ce genre de tentative a parfois lieu, mais en tout cas dans les FNAC est très 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 vite rabroué. Heureusement, mais Ce qui prouve bien le pouvoir tout puissant de la bourgeoisie pour avoir de l'argent, pour avoir du business. Non, c'est vrai, c'est en fait frérot, à un moment donné, si tu vas pas vendre des essais sur le féminisme de la chaussette vu par l'épistémologie d'Hegel, tu vois, en fait, à un moment donné, tu vas vendre des bouquins sur Transmania et des bouquins sur Éric Zemmour qui met des thèmes un peu plus vénères dans le débat, tu vois. Ça, c'est un peu le cœur du truc. Tiens, tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance des pauses café, des pauses déjeuner, un petit peu de ce qu'il y a autour du travail de libraire pur, parce que tu as dû avoir quand même un certain nombre de collègues haut en couleur. Tu veux nous parler un petit peu de cette espèce d'ambiance générale, parce que je présume que si on en arrive à ne pas mettre certains bouquins sur la table, il doit y avoir des discussions pas piquer des hannetons dans les coulisses aussi. Alors, avant toute chose, je ne vais pas taper sur mes collègues, parce que honnêtement, malgré les différences d'idées qui nous animaient parfois, c'était vraiment vraiment des gens très sympas avec qui j'ai encore des liens pour beaucoup d'entre eux. Je repasse souvent dans mon ancien magasin avec beaucoup de plaisir et je leur serre la main avec chaleur. Ce dont je me suis aperçu, c'est que le libraire Fnac de base, il a entre 45 et 60 ans. Souvent, ça fait très longtemps qu'il est en rayon. Souvent, il n'a pas voulu monter en grade, il n'a pas voulu s'éloigner en fait des livres, devenir agent de maîtrise ou cadre, parce que ce qu'il aime réellement, c'est vendre des livres et c'est pas forcément manager. Il est en général de gauche, on va dire ouvrière et travailliste, très en décalage avec la néo-gauche actuelle. Il se sent pas du tout proche des générations type fac de sociaux, pour le dire rapidement. Souvent, il est quand même très cultivé, en tout cas en Fnac, ça il faut admettre ça. En tout cas à Paris, moi ça je l'ai vraiment vu. Et dans mon cas à moi, ils ont pris 5 ans à comprendre que j'étais de droite. Ce qui était très drôle. Ah oui. Donc, c'est pas forcément du coup les mecs les plus rapides à la détente là-dessus. En fait, le mec a le meilleur costume de caméléon de l'histoire des libraires. C'est-à-dire qu'il voit un mec qui bosse en Fnac avec les cheveux longs et des petites lunettes rondes. Il n'y a rien qui dit bonjour, je suis à droite. Puis après, ceux qui me parlaient un petit peu sérieusement en dehors du chit-chat de la pause café, ils comprenaient que j'étais conservateur. Mais ce que j'ai vu au fil des années, ne serait-ce que sur 5 petites années, c'est que autant il y avait une espèce d'unanimité à gauche plus ou moins forte et plus ou moins marquée chez mes collègues, autant, je dirais, sur les 2 années de la fin de mon passage à la Fnac, j'avais de plus en plus de discussions avec des collègues qui étaient vraiment des déçus de la gauche et qui viraient à droite, voire carrément sur le RN. Ça, j'en ai vu beaucoup, et ça, pour le coup, j'ai senti parfois des tensions entre des collègues qui se connaissaient parfois depuis 30 ans, parce que certains s'accrochaient sur les idées de gauche, tandis que d'autres n'étaient plus convaincus du tout, ni par la LFI, ni par en fait le marxisme ou l'application française du marxisme de façon générale, et partaient vers une droite populiste, sans jugement de valeur sur le mot populiste. Ouais, d'accord, vraiment au sens philosophique du terme, quoi. Ouais, oui, vraiment. Ok, non, c'est intéressant. Donc ça veut dire que même chez les libraires, il y a des débats idéologiques et que peut-être il faut pas perdre espoir. On va peut-être qu'un jour les libraires seront fidèles à leur idéal de tu sais, le côté très tout le monde peut avoir son idée, débat d'idées, confrontation des points de vue, etc. Bon, je vois Moss qui n'a pas l'air d'y croire du tout. Il me trouve très utopiste. Ouais, non, j'y crois pas trop. Enfin. Je sais pas, je te trouve d'un seul coup très gentil avec les libraires. On a quand même un historique sur la dernière année de taper systématiquement sur les libraires à chaque fois qu'on peut. Ah bah, oui, mais on tape, mais il faut être juste. Et en fait, si tu veux, ça c'est un vrai truc, c'est que je remarque depuis un petit moment là, moi, je sais pas si c'est un effet parce que le Hussard a pris de l'ampleur ou quoi, mais je commence à avoir des libraires qui viennent me parler spontanément et qui parlent de leur métier et qui ont un vrai recul à la fois sur l'idéologie là-dessus et sur le fait qu'ils aiment mettre en place des petites initiatives locales pour essayer justement de casser ce carcan-là. Je te dis pas que c'est généralisé ou que c'est très nombreux ou que c'est permanent, etc. Mais je reçois quand même un certain nombre de signaux faibles dans ce sens-là. Et en fait, mon but, c'est pas que tous les libraires soient de droite demain. Mon but, c'est que simplement des choses différentes puissent cohabiter et que justement le livre, qui est quand même un élément de débat et d'échange d'idées, puisse présenter un peu toutes ses facettes et donner toute sa pleine mesure. Tu vois. Oui, moi je crois qu'on en est. En fait, contrairement aux gens de gauche, nous, on n'est pas dans une logique de faire un carcan et une sorte de secte où il n'y a que nos bouquins à nous qui ont le droit d'exister.
Moi, j'en suis juste à essayer d'espérer que nos bouquins puissent exister à côté des autres bouquins, en fait. Un type qui rentre dans une librairie puisse, entre guillemets, faire son choix avec un étalage à peu près bien achalandé sur un peu tous les coins de la pensée qui existent. Nicolas, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette espèce de politisation peut-être un peu exagérée des librairies, des éditeurs. Quel est ton point de vue là-dessus ? Je pense que effectivement c'est une réalité sociologique aujourd'hui qui va aussi, en fait on va pas refaire le monde, mais qui va effectivement avec ce qu'on nous transmet à l'école, ce qu'on nous transmet dans les médias, ce qu'on nous transmet dans la culture. Enfin voilà, je vais pas refaire Gramsci et parler de l'hégémonie culturelle, mais c'est une réalité. Elle est peut-être en train de changer et il y a des belles initiatives comme la JB1, comme Héritage qui se mettent en place et c'est très bien. Et force à vous les amis, et comme Carmin aussi d'ailleurs. Et ensuite, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour le coup je m'y attendais pas, c'est quand tu dis Grégoire que tes collègues étaient très cultivés à la FNAC. Et ça je trouve ça vraiment appréciable parce que si on peut avoir quand même des débats effectivement avec des gens qui ont vraiment lu, qui ont potassé les sujets, qui ont ruminé, qui ont vraiment médité leurs pensées, tout comme on peut avoir aussi si on pouvait avoir effectivement un apanage de livres de gauche comme de droite dans la librairie, ça serait sympa parce que pour le coup, et ça c'est un truc qu'Albal a dit, la plupart des gens qui débattent quand même aujourd'hui parlent de choses qu'ils n'ont pas lues ou de sujets qu'ils n'ont pas médités, ce qui en fait fait que tout le monde finit par dire la même chose, ce qui est quand même dommage. Et je me rappelle cette phrase très drôle qu'Albal a dit, alors pas dans l'art d'écrire mais dans un autre de ses bouquins, où il parle de Chateaubriand et il dit mais je me rends compte que vous n'avez pas lu les mémoires d'outre-tombe, comment voulez-vous que nous débattions, nos opinions ne peuvent s'accorder et c'est la vôtre qui est nulle. Et voilà, et en fait je trouve ça assez intéressant d'avoir des gens comme Albala qui remettent au centre de la table que voilà, le débat ça se nourrit, faut lire, faut se ruminer, penser. Et moi, ce qui me fatigue plus finalement que l'hégémonie culturelle, c'est peut-être le fait d'avoir à débattre tout le temps, partout, avec des gens qui parlent de sujets qu'ils n'ont pas réfléchi. Et du coup, c'est pour ça que je suis très peu, en fait, je crois pas tellement au débat et je rentre assez peu dans la confrontation et dans la joute verbale de nos jours parce qu'en fait, c'est fatigant, quoi. Déjà, je ne vais pas sur Internet pour commenter quoi que ce soit parce qu'on devient fou. Et en fait, je préfère lire des bouquins chez moi. Et le jour où je croise des gens cultivés, j'essaie de, voilà, comme nos amis ici réunis aujourd'hui, j'essaie d'en parler parce que c'est ce qui rend les choses intéressantes. Mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête en fait avec tout ça et se cultiver. C'est ça la réponse pour moi. Mais tu sais, c'est comme ce que disait l'incroyable Marguerite Yourcenar, qui disait on ne débat bien qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, des amis qui sont d'accord avec vous. Parce qu'en fait, en vérité, le but du débat, quand on n'y va pas pour le clash stupide, etc., c'est vraiment d'affiner des points de vue qui sont déjà globalement d'accord. Et donc, la première chose pour ça, c'est souvent d'avoir fait le boulot, d'avoir lu, etc. Et en fait, généralement, quand on confronte des gens qui sont censés être très en désaccord, mais ils ont travaillé sincèrement et qui sont de bonne volonté, ils arrivent à trouver, je sais pas qu'ils vont pas avoir de désaccord, mais ils vont trouver un modus vivendi assez facilement. Et d'ailleurs, à la grande époque du débat parlementaire en France, quand ça faisait encore un sens, on a des gens comme Jaurès et comme Barrès arrivaient à s'entendre. C'est-à-dire que quand on avait des gens qui avaient du niveau, ils arrivaient à s'entendre, même s'ils n'étaient pas d'accord, radicalement pas d'accord sur des questions de fond. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des espèces de gens qui ont des propos de café du commerce de gauche comme de droite, qui n'ont pas fait le boulot et qui se retrouvent à se friter pour absolument rien. Et je pense que ce que tu décris ici, Nicolas, c'est des choses que beaucoup de gens aujourd'hui ressentent. Et en fait, cette espèce de lassitude de la 5e démocratie, de la 5e République vient du fait aussi que les gens en ont marre de ces débats qui mènent nulle part et de ces gens qui n'ont pas fait le boulot, quoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas un phénomène aussi qui a une sorte d'accélération naturelle du défilement des sujets qui fait que les gens n'arrivent plus à hiérarchiser ce qui est vraiment un enjeu de débat et ce qui ne l'est pas, et que finalement tout le monde se perd dans des débats à la petite semaine qui finalement défilent assez vite. Je veux dire, tu donnes un avis désastreux sur la réforme des retraites, tu peux attendre une semaine, tu vas donner ton avis désastreux sur la taxe Zuckman, et puis tu vas donner ton avis sur autre chose, l'écologie, le réchauffement climatique, vous avez vu, la météo dernièrement, c'est plus comme avant, oui, les importations, les taxes douanières, machin, hop, et tu peux passer ton temps à passer d'un sujet à un autre, ton avis en est pas meilleur parce que juste en 3 jours, tu n'auras jamais le temps d'avoir un avis intéressant sur ce sujet. Et donc, tu es confronté en permanence à juste, en fait, c'est un peu un jeu verbal de qui va être le plus à même d'avoir de l'emphase, d'être rassurant sur la compétence et la maîtrise qu'il a d'un sujet. Et c'est tout. C'est des mots-clés, ça n'a pas d'intérêt profond, en fait.
D'ailleurs, c'est même pas du style, c'est même pas du vrai travail oratoire, c'est parce que là encore on serait dans un truc un peu craft artisanat. C'est vraiment genre quel va être le boomer subventionné gouailleur qui va rôter le plus fort devant son micro, quoi. C'est fondamentalement c'est ça le cœur de l'affaire. Il y a un côté Bon, parisien aussi. Il me semble que il y a une sorte de parisianisme qui se complaît, qui se réjouit à toujours être dans des... tu mets deux Parisiens un petit peu lettrés ensemble, ils arriveront toujours à trouver une bonne raison de se faire une sorte de petite scénette de théâtre bien à eux, où ils vont s'attraper par le col et dire « Mais non, tu n'as pas compris la portée incroyable de ce... » Mais enfin, voyons. Voyons, monsieur, voyons. Et dès qu'on sort un peu de Paris, tout de suite, ça a tendance à retomber un peu. Les gens sont un peu plus mesurés, quand ils sont un peu en mode « Ah, ça, j'ai pas trop d'avis dessus. » Mais à Paris, t'as l'impression qu'il faut nécessairement avoir un avis sur tous les sujets. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, ça aurait été vraiment un plaisir de parler là-dessus. Petite question pour finir, que j'aime bien poser en général. À qui est-ce que vous recommanderiez chacun des livres qui est sorti Albala, vraiment, quelle est la personne, c'est pas seulement les gens qui veulent écrire, c'est peut-être un peu plus précis que ça. Quel est vraiment le profil type à qui tu voudrais recommander la lecture et disons l'étude d'Albala? Eh bien, en fait, tous les gens, tous les apprentis écrivains qui veulent devenir stylistes, c'est-à-dire qui veulent aussi que leur écriture devienne quelque chose d'intéressant, une expérience esthétique, et qui veulent transmettre en fait la beauté de la langue française à travers leurs romans, leurs ouvrages ou même leurs discours. Il n'y a pas que les écrivains, il peut y avoir tous les gens qui ont besoin de manipuler l'écrit, et les écrivains au premier chef. Mais vraiment, voilà, c'est ceux qui cherchent en fait une école exigeante pour le style et qui veulent sortir un peu du lot pour ne pas écrire comme toute la littérature contemporaine qui se ressemble. Voilà, c'est si vous êtes un écrivain qui veut devenir original et trouver en fait sa propre originalité à force de travail, de refonte et de travail stylistique, et lisez Albala et vous serez comblé. Je l'ai recommandé à un ami qui était dans ce cas-là il y a pas longtemps. Il m'a dit que je lui avais ouvert un horizon de bonheur. Donc ça, si ça vous convainc pas, ça. Waouh, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Voilà. C'est formidable. On devrait mettre un bandeau rouge, un horizon de bonheur, comme ça sur le bouquin, ce serait génial. Ça fait un peu de ces Télérama qui commentent les trucs, un horizon de bonheur, point. Télérama. Ouais, c'est ça, exactement. Grégoire, est-ce que tu as envie de nous vendre un peu? Alors, commençons par le début, le Carlyle. À qui est-ce que tu le recommanderais pour que les gens le situent un peu et puissent voir si ça les intéresse ou pas et comment ils se positionnent? Je recommanderais Carlyle à toute personne qui est à la recherche d'une pensée très exaltée, très romantique dans l'idée, mais aussi très critique, analytique, portée par une plume particulièrement incisive et nerveuse. Et surtout, on lit Carlyle si on n'est pas allergique à la métaphysique, puisque Carlyle a beau n'avoir pas réussi à rester chrétien selon ses propres mots, sa pensée n'est que métaphysique. Oui, tout à fait. Et que dirais-tu du Scott? Alors, le Scott, c'est quoi? C'est peut-être un peu plus pour ceux qui aiment s'évader, l'imaginaire, ce genre de choses. Comment tu le décrirais, toi? Tu peux lire Scott si t'es un geek devant Skyrim qui sent le Sindou, mais pas que. tu peux aussi lire du Scott si t'aimes simplement te plonger dans la littérature qui évoque un passé très lointain, médiévalisant, certes romantisé, mais de la meilleure façon qui soit. Tu peux lire Scott si tu aimes beaucoup Tolkien. Tu peux lire Scott si tu aimes Gormenghast, des livres comme ça. C'est sans doute le premier écrivain à avoir travaillé à ce point-là, à ressusciter l'imagerie, je parle bien de l'imagerie et l'esthétique du Moyen-Âge, et à faire à nouveau rêver les gens dessus. Bah écoute, ça donne envie. Moi, c'est ce que tu es hypé. Je suis hypé et ça me donne envie de me désabonner à Actuel Moyen-Âge pour aller lire ce livre. Ah putain, ceux qui ont la référence, alors là, vous êtes des bons. Bon bah écoutez, messieurs, ça aurait été un plaisir en tout cas de vous recevoir dans cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un truc que vous avez envie de dire? Peut-être teaser des futurs projets, soit pour Héritage, soit des projets personnels. Est-ce que vous avez envie de dire un mot pour la postérité, ou est-ce que on en reste là? Eh bien écoutez, Flaubert disait que la prose n'est jamais finie et qu'il faut s'inspirer des grands, et Albala disait qu'il fallait passer sa vie à réécrire, donc je dirais vers l'infini et l'Albala, voilà. Très joli. Je ferai pas mieux que Nicolas. En termes de projet, il y a évidemment d'autres livres qui arrivent avec Héritage, on travaille déjà dessus avec le Hussard. Je confirme. Et pour le reste, attendez-vous à de la variété, attendez-vous à de l'exigence, des textes souvent surprenants. Et c'est moins qu'on puisse si dire. je peux me permettre un tout petit conseil, je pense qu'il est aussi parfois très bon d'arrêter de lire.
pendant quelques temps. Ça semble être un contre-son-camp ce que je dis, mais je me rends compte de plus en plus à titre perso que arrêter de lire pendant parfois 1, 2, 3 semaines, c'est souvent une très très bonne façon de se remettre ensuite à lire dans des conditions meilleures et avec un esprit très différent. Oui, c'est intéressant. En fait, il faut toujours laisser un peu décanter parfois. Alors, faut pas laisser décanter un an, mais si on peut laisser décanter quelques jours ou quelques semaines, dans certains cas, effectivement, je suis complètement d'accord. Ça peut être intéressant. Moi, par exemple, quand je pars en vacances l'été et que j'ai plus le rythme de lecture habituel que je suis sur la chaîne, ça fait un truc intéressant. Et quand je vois que je suis beaucoup plus frais quand je reviens et que je réfléchis de façon beaucoup plus, disons, beaucoup plus intuitive. Moi, je sais pas si tu partages un peu ce constat, mais j'ai l'impression que c'est du bon sens. Oui, je crois que c'est du bon sens. En fait, je pense que l'esprit a besoin d'être avec des phases d'activité, des phases de repos, et il manque un peu une jachère de l'esprit, enfin un travail un peu agraire qui consiste à dire bah non, il faut que ça se repose aussi. Et je crois que c'est quelque chose qui a un peu disparu avec beaucoup les algorithmes qui nous poussent tout le temps des notifs, des trucs. Et je pense que c'est bon pour le cerveau d'avoir justement des moments de silence, des moments de paix, des moments de tranquillité, de déconnexion complète avec toute activité intellectuelle, pour ensuite pouvoir éventuellement réattaquer avec plus de force. Non, ça me paraît être un conseil de bonne qualité. Alors après, est-ce qu'à une époque où le français moyen lit un demi-livre par an, il faut lui dire de ne pas lire je ne sais pas, non, pas au français moyen. Mais je suis d'accord avec l'idée de départ. Sur ce podcast, on ne parle pas au français moyen. Moi, on parle déjà à des gens qui sont dans des niveaux, dans des empirés. Enfin, c'est incroyable. Ouais, exactement, on parle vite. Je retiens ton expression, Moss, de jachère de l'esprit, puisqu'une jachère implique et sous-entend que le champ a été bien travaillé auparavant et qu'il faut qu'il se repose un petit peu avant de repartir de plus belle. Donc on parle d'un public qui n'est pas la peine de nommer, qui nous écoute d'ailleurs, a priori. Voilà. Et ben on le remercie ce public et puis on lui dit à dans 2 semaines, mon cher Hussard, sauf si tu as besoin de refaire tourner une page de pub, je pense que ça va. Non, tout à fait. tout le monde y connaît ses devoirs. Bonne semaine à tous. Merci d'être venus, messieurs. Vous revenez quand vous voulez. Moss, ça a été cool. Je te laisse conclure. Et ben un grand merci à nos 2 invités qui donnent un petit peu d'espoir. Il se trouve, mon cher Hussard, qu'on s'est vu il n'y a pas plus tard que quelques jours et figure-toi que dans les gens avec qui on était à ce moment-là, il y en a pas mal qui m'ont dit ça fait plaisir de voir, il y a des tas de jeunes qui se bougent, qui font des trucs, qui montent des business, qui montent des activités littéraires, qui ont des passions, et c'est ça qui donne un peu d'espoir pour ce pays, parce que l'air ambiant est un peu morose. Et il faut que les jeunes nous donnent un peu d'espoir. Voilà, c'était des gens qui avaient un certain âge, mais je les salue quand même, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Faut se lancer dans des projets. Moi, je veux aussi que les jeunes arrêtent de doomer sur Twitter toute la journée en disant c'est terrible, le pays est en train de s'enfoncer. Je suis le premier à dire que c'est terrible, le pays est en train de s'enfoncer, mais faites des projets, faites des trucs qui vous tiennent à cœur, lancez-vous dans des choses, ayez du courage, de l'audace, du panache, et entreprenez, créez, soyez des artistes. Voilà, et c'est ainsi que la beauté sauvera le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Incroyable. Je chiale, putain. Comme le disait Jean Rochefort à l'époque, c'est bien beau de troller sur le 18-25, mais il faut aussi un truc de ta vie. Voilà, exactement. Voilà. Bon, écoutez, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, activez la cloche et puis à très vite. Salut tout le monde. Salut.